Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste. En partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous, c'est Mathieu Archambault et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric pour le 5e et dernier rendez-vous de la 5e saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Ça commence à faire un bail et puis la 6e est déjà programmée. Alors cette fois-ci, nous sommes au nord de Nantes, à Saint-Émilien-de-Blain, sur la ferme de David Guy, qui est agriculteur et qui est également un des dirigeants de l'entreprise Sky et qu'on remercie de nous accueillir et puis qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure. Donc au menu de cette émission, on va parler cette fois plus de phytoprotection, de désherbage, d'agriculture biologique. On va commencer avec Frédéric en faisant un petit focus sur les herbicides en agriculture de conservation et puis leur avenir. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Avec David, on reviendra sur son bilan sur l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, donc le bilan de ces 7 années. Et puis ensemble tous les trois, on essaiera de voir vers où on va, quelle pourrait être l'agriculture dans les 10 prochaines, peut-être 20 prochaines années, sans jouer à Madame Irma. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Pas trop mal. Le printemps a été un petit peu compliqué à gérer, entre des excès de sec et puis après des excès d'humidité, et on est reparti sur du chaud et du brûlant, mais on a réussi comme pas mal à surfer au milieu de ces difficultés-là et on s'en sort plutôt bien, quoi. Bon, super. C'est vrai que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, ça devient la norme. Jamais. Voilà, et on voit bien que réinvestir dans ces sols, c'est un des meilleurs moyens de tamponner ces excès-là. On en discutera. Si on en revient au sujet qui nous concerne, donc l'agriculture de conservation ou de régénération des sols, comme on l'appelle parfois. C'est une agriculture qui a fait ses preuves. C'est une agriculture, j'ai envie de dire maintenant, qui est un peu mainstream en termes de stratégie. Tout le monde se dirige vers là. Tout le monde se pose la question de comment mettre en œuvre la réduction du travail du sol, la couverture permanente des sols, la diversité dans les rotations. Se pose quand même une question. On a déjà évoqué le sujet. On sait que les pratiques de non-travail du sol ont longtemps reposé et reposent encore sur l'utilisation d'herbicides de synthèse et que historiquement on a pu se permettre de ne plus travailler les sols parce qu'on avait un moyen d'éradiquer le salissement chimiquement. Voilà. Alors ça pose des questions de stratégie à la fois parce que au niveau du marché, on est plutôt dans une volonté de réduire ce type d'utilisation. Et puis après, il y a aussi le pragmatisme et puis le terrain qui nous montre que on a des solutions qui sont de moins en moins efficaces, y compris d'ailleurs pour le glyphosate. On commence à avoir des alertes. Quel est ton regard sur ce sujet ? Dans un premier temps, il faut considérer que produire des céréales, produire des légumes, c'est-à-dire des cultures à cycle très court, on est depuis le début de l'agriculture confronté à un problème de compétition, parce qu'il y a énormément de plantes qui vont essayer d'utiliser la fenêtre qu'on ouvre pour la culture que l'on cherche pour déjà se nourrir ou éventuellement vendre aujourd'hui. La première stratégie qui avait été utilisée par les agriculteurs ou les premiers agriculteurs, c'était le feu. Donc quand même une stratégie assez brutale. Il y a eu ensuite à l'échelle globale 2 stratégies très différentes. Il y a eu la stratégie sur l'Europe qui a été de partir sur du travail du sol, qui permettait d'obtenir un champ
propre, vierge de toute végétation, et de pouvoir démarrer la culture qu'on souhaitait. Il y a une stratégie à Asie qui a été l'inondation pour gérer une partie du salissement. Donc on se retrouve avec deux cultures qui sont très différentes entre l'Asie et l'Europe de l'Ouest, qui a ensuite immigré dans le reste de la planète. Et puis au cours du temps, les plantes un petit peu nuisibles se sont adaptées à ces techniques-là en ayant la capacité de faire des cycles très courts, de faire beaucoup de graines, des graines qui survivent bien dans le sol. Et en fait, ces pratiques-là sont opérantes pour éliminer les plantes, mais n'éliminent pas leur capacité à réinvestir le système à chaque fois qu'on leur donne l'opportunité. Avec l'arrivée de la chimie, ça a permis d'apporter vraiment un nouvel outil. Alors la chimie est arrivée avec du dur, on a commencé avec de l'acide sulfurique, on a commencé avec des hormones, et puis progressivement ça s'est organisé avec des produits un peu plus spécifiques. Ça a apporté quand même une vague de facilité pour les agriculteurs. Alors c'est plutôt nos grands-parents qui ont connu cette vague de facilité, parce qu'avec quelques litres d'atrazine, on arrivait à faire un champ propre très facilement. Ça a amené aussi le glyphosate dans les années 70, qui a permis, parce qu'il y avait une systémie et que ça permettait de détruire toute la végétation qui était en place, qui a permis de vraiment décoller tout ce qui était non-travail du sol, alors que ça faisait plus d'une centaine d'années que beaucoup de gens essayaient de limiter le travail du sol ou de le supprimer, parce qu'on avait bien mesuré l'impact sur l'érosion, qu'il soit éolien ou hydrique, la consommation de la matière organique, etc. Mais il fallait se débarrasser de la végétation. Et là, ça a été un déclic qui a permis l'envolée qu'on a connue de l'agriculture de conservation, et on est aujourd'hui. Et on se retrouve dans un autre carrefour, c'est que la chimie marche de moins en moins bien. Quand on fait le tour des parcelles en France aujourd'hui et ailleurs, bien la plaine s'est rechargée de raigrats, de bromes, de vulpins, et malgré disons des pressions de désherbage assez conséquents, on voit que d'année en année, bien les parcelles se chargent. Il y a plus en plus de parcelles un peu catastrophiques. On voit même arriver les premières résistances de raigrats sur notre territoire au glyphosate. Donc l'effet un peu universel qu'avait le glyphosate, qui était une très belle assurance, qui a permis l'avènement de l'agriculture de conservation des sols, commence à être battu en brèche. Donc il va falloir qu'on invente de nouvelles stratégies. Alors ça, c'est un sujet dont on reparlera tout à l'heure avec David, justement, qui essaie de concilier l'absence d'engrais et puis d'herbicides notamment, de produits phyto, et puis la conservation des sols. Le danger qu'on peut y voir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des sols qui sont fragiles. Alors en Europe, mais un peu partout dans le monde, on a perdu en gros en moyenne la moitié du stock d'humus dans les sols sur les 70 dernières années. On est à peine, il y a les pionniers qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, on est à peine dans une généralisation de ces itinéraires-là, avec des gens qui redécouvrent la couverture des sols, la réduction du travail du sol. Et puis en fait, il y a cette cartouche-là qui est en train de partir. Et la solution de facilité, effectivement, pour gérer un problème de salissement, c'est de revenir à un travail du sol très intensif, qui peut d'ailleurs régler un problème de manière temporaire, mais qui ne le règle pas dans la durée. Donc, comment est-ce que toi, tu vois, en tant que praticien, depuis 30 ans, dans des systèmes qui tournent et dans des systèmes qui tournent moins, voilà, comment est-ce qu'on peut, quelle est la solution, quelle est la piste d'avenir pour contourner cette baisse d'efficacité des herbicides? Alors,
Il y en a plusieurs. Il va falloir penser multi-stratégie. Il va falloir s'appuyer avec beaucoup plus de précision sur les autres bons piliers de l'agronomie pour gérer le salissement ou la capacité de ces plantes-là à se perpétuer dans nos parcelles. S'appuyer avec beaucoup plus de précision sur l'aspect rotation. Ça, c'est un point important. Dans la rotation, on va trouver aussi certainement une évolution dans des changements de culture. Et il y a certainement, avec une ouverture de différents marchés, la possibilité de rentrer des plantes plus intéressantes. On pourra en parler avec David tout à l'heure. Par exemple, c'est le chanvre, qui est une plante extrêmement compétitrice. Certainement beaucoup plus de cultures de printemps et d'été, qui sont des plantes à cycle extrêmement court et qui peuvent être assez envahissantes et qui prennent de vitesse mieux le salissement que des cultures d'hiver. Et on voit bien cette stratégie-là en AB. On a plus de facilité à faire des cultures de printemps propres en AB qu'on a à faire des cultures d'automne en AB. Oui, donc dans des régions, j'ai envie de dire, qui sont avec des sols profonds ou de l'irrigation, en fait, on a le choix. Et on voit bien d'ailleurs, dans toute la moitié nord du pays, les Hauts-de-France, où on a sur des rotations très diversifiées, légumes, cultures d'industrie qui posent d'autres problèmes qu'on a déjà évoqués. En termes de salissement, on a des gestions aujourd'hui de salissement qui sont bien mieux que dans des zones marginales. Comment on fait quand on est dans des sols qui sont râpés, superficiels, il n'y a pas d'irrigation? Ce qui marche à peu près sont les cultures d'hiver, les cultures printemps. En termes de résultats, c'est compliqué. On est en fait dans des impasses technico-économiques. Je pense qu'on pense aux mêmes régions, mais voilà, sur des argilo-calcaires superficiels, dans des secteurs à l'ouest de Paris où on est coincé dans colza, blé, orge. Comment on fait ? Je reste sur l'idée de rotation même pour ces zones-là. Il y aura certainement la possibilité de remettre des légumineuses et des légumineuses pérennes dans la rotation, parce que là, ça permet de rentrer des cultures qui vont être en place pendant un certain nombre d'années et qui ont la capacité de s'imposer sur une végétation annuelle, et c'est souvent la végétation annuelle qui nous nuit. On l'a déjà évoqué lors de ces rencontres, la luzerne peut être un produit très intéressant aussi pour produire de l'azote à partir du moment où on rentre dans des circuits de méthanisation habiles et de l'énergie, parce que l'agriculture est globalement en mutation. Il faut intégrer cette notion, cette difficulté, et d'essayer d'en faire une opportunité. Et donc, ma foi, dans ces zones-là, avoir 10 ou 20% de la surface qui passe pour produire de l'azote, pour gérer des problèmes de salissement, faire de la matière organique, développer de la structure, même si ces sols-là sont superficiels, créer de la diversité dans l'environnement, ça peut être des issues et des solutions, une partie des solutions intéressantes. Ouais. Et effectivement, donc en fait, c'est la place de la prairie. On ne va pas revenir sur la place de l'animal dans les systèmes cultivés. Mais en fait, sur les solutions, ce que tu dis, c'est qu'on a les différents outils. Alors, on a quand même malgré tout la chimie qui garde pour l'instant une certaine efficacité. Il y a le travail du sol avec ses limites, c'est qu'il peut permettre de corriger de manière temporaire, mais voilà, il y a la rotation. Mais en fait, tout ça va dans le sens d'une recomplexification des systèmes de culture et des territoires, la recréation de filières. On va être obligé de passer par ces solutions-là. C'est là que la partie élevage ou la redistribution de l'élevage sur les territoires ou de scénarios qui inclut l'élevage, c'est-à-dire que les fermes vont peut-être pas se complexifier en tant que telles, mais on va avoir une complexité de fermes qui collaborent les unes avec les autres. Là, on est déjà en train d'attaquer la deuxième partie du débat. Il y aura certainement
un retour à un certain niveau de travail du sol comme une forme de carte chance, dans l'attente de trouver ou de voir émerger de nouvelles solutions. Comme tu le disais en introduction, mon expérience agricole de presque 40 ans, voire même plus, m'a permis de croiser différentes vagues de difficultés et de voir arriver des solutions auxquelles on ne s'attendait pas. Et là, je pense qu'au niveau de la chimie, on peut peut-être voir arriver des solutions de chimie organique qui nous apportent des solutions nouvelles, parce que un redémarrage ne pourra arriver qu'avec des solutions vraiment nouvelles. Et c'est normal que les solutions mises en place arrivent à une forme d'érosion. Il n'y a jamais quelque chose de stable. Et quand on répète les mêmes solutions qui étaient très bonnes à un moment donné, eh bien la nature a encore appris, et donc il faut qu'on se remette en mouvement. Et c'est peut-être une chance. Si on regarde aujourd'hui le glyphosate qui est un peu challengé par le côté écologiste, qui commence à être challengé également sur le terrain par ces difficultés ou cette érosion d'efficacité, automatiquement ça va ouvrir une opportunité pour des gens. Il y en a déjà beaucoup qui commencent à réfléchir à des solutions certainement alternatives, et c'est clair qu'il faut qu'on réfléchisse à des moyens de détruire ou d'éliminer la végétation, parce que c'est quand même tuer l'herbe qui est en place, ou le couvert qui est en place, ou l'indésirable, pour imposer la culture. Et le meilleur moyen reste un moyen entre guillemets chimique ou organique, avec aucun travail du sol. Ce sera la solution qui aura le moins d'impact. Et on l'a bien vu avec la chimie, ça restera la solution qui a le moins d'impact, ça restera la solution qui a aussi le moins de coûts énergétiques, parce que en fait, que ce soit de l'énergie fossile, que ce soit de la mécanique, ou ce soit même de l'humain, parce qu'il faut bien se dire que l'herbicide à un moment a été presque magique pour nos parents ou nos grands-parents, parce que c'était la binette ou c'était arraché, et là avec quasiment rien, on arrivait à faire des hectares. Et ça me rappelle la discussion qu'on avait eue avec Olivier Corr de l'Allemand Plantcare au 3e rendez-vous, justement sur la data, la précision, la détection. Et effectivement, ça me fait penser un peu en médecine, où on voit aujourd'hui des traitements de cancer ou de maladies. En fait, avant, on y allait un peu comme des bourrins avec de la chimiothérapie qui est toujours utilisée d'ailleurs, mais maintenant, on voit des solutions plus intelligentes d'immunothérapie ciblée, où on va vraiment aller on va aller cibler le problème sans faire de dégâts collatéraux. Voilà. Et en fait, l'agriculture rentre dans cette ère-là. Et le deuxième point, puis après on discutera avec David, c'est aussi de faire attention, encore une fois, oui, s'il y a de nouvelles solutions d'herbicides organiques d'origine naturelle, de pas tomber dans le piège de l'outil. En fait, ça sera une solution, mais si on l'utilise de manière aussi peu intelligente qu'on a pu le faire avec le glyphosate ou les herbicides qu'on avait, c'est-à-dire sans remettre de la complexité, de l'agronomie, de la rotation, eh bien, ce sont des solutions qui vont se périmer aussi très vite. Voilà. Donc, c'est vraiment de revenir à une réflexion système, et elle est là la révolution agricole. Et c'est un peu cette idée de rupture. Et en fait, là, comme les choses risquent de prendre un petit peu de temps, ça va certainement imposer des changements assez fondamentaux dans l'organisation et la complexification des approches sur les exploitations, que ce soit sur les exploitations conventionnelles, que ce soit sur les exploitations en AC, que ce soit sur les fermes en agriculture biologique. Et cette recomplexification des systèmes agricoles
peut-être être vécu par certains comme quelque chose de pénible, mais c'est certainement ce qui va nous apporter un bénéfice sur lequel, quand les solutions nouvelles vont arriver, on pourra repartir avec un peu plus de sérénité. Par contre, et ça j'espère, mais je doute que ça puisse fonctionner, il faudra rester prudent et continuer à investir dans cette complexité pour éviter d'éroder trop vite les solutions nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on avait un nouvel herbicide, les Anglais sont en train de travailler sur un nouvel herbicide anti-régras racinaire qui serait efficace sur les céréales. On évoque que ce serait plutôt sur 2025-2026 qu'on pourrait avoir ce produit-là arriver en France avec certainement des grammages et des efficacités qui seraient réduites. Mais imaginons qu'on ait un produit anti-régras un peu miraculeux qui arrive, ça ferait du bien dans le paysage céréalier. Par contre, si on commence à l'utiliser de manière massive sur toute la surface pour régler le problème de régras ou le problème de vulpin, on est à peu près sûr que dans une demi-douzaine d'années, on se retrouve dans la même situation. Et donc, l'idée que chaque année, on a des nouvelles molécules qui nous permettent de continuer à faire de la cavalerie, c'est un peu fini. Et il faut absolument qu'on revienne aux fondamentaux, et c'est l'agronomie qui est là. Par contre, il faudra profiter de tout ce qu'on a fait pour essayer de continuer de se passer le plus possible du travail du sol, d'être le plus possible dans la régénération des sols, la régénération des systèmes, de la croissance en matière organique, de la croissance en fertilité, de la résilience par rapport à la problématique climatique, etc. Mais c'est important qu'on se reste ouvert et que sur ces idées de solutions potentielles qui seront une forme de chimie organique mais capable de faire avec très peu, disons, le vide avant de pouvoir implanter une nouvelle culture. En attendant de trouver le miracle, on est donc ici sur la ferme de David Guy, qui est un peu un laboratoire donc du futur, puisque David va nous expliquer ça. Maintenant, il a un assez bon recul justement en agriculture biologique de conservation, et donc il est temps d'en parler. Bonjour David. Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric. Alors, tu nous fais le plaisir de nous recevoir. Je pense que tout le monde ne te connaît pas parmi nos auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter un peu ta double casquette ? C'est ça, ouais, j'ai deux métiers en quelque sorte, puisque j'évolue dans le monde du machinisme agricole depuis 25 ans maintenant. Et en parallèle, je suis agriculteur. J'ai mené les deux de front parce que j'étais pas d'une famille d'agriculteurs à l'origine. J'ai toujours rêvé d'être agriculteur depuis l'âge de 4 ans. Et les premiers signaux écrits, c'est à l'âge de 4 ans, où j'ai retrouvé mes dossiers scolaires après le bac. Et il y avait une question à l'entrée de la maternelle que mes parents devaient répondre, c'est: est-ce que votre fils sait ce qu'il veut faire plus tard ? Et déjà à l'époque, je répondais agriculteur. Donc ça a été une idée fixe, alors que mon père était instituteur. Moi, j'habitais au-dessus de l'école. J'ai toujours souhaité être agriculteur, donc je suis parti dans le machinisme parce que il fallait vivre, et puis c'était pas évident de s'installer céréalier quand vous avez un père instituteur. Et j'ai fini par trouver cette ferme il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. D'accord, donc après on va parler que d'agriculture, et puis d'agriculture biologique d'ailleurs, et de conservation. Mais donc aujourd'hui, quels sont si on reste dans le monde du machinisme, tu es chez qui, tu fais quoi ? Alors aujourd'hui, j'ai la fonction de directeur général du groupe Burel, qui est donc un constructeur historique français de la famille Burel, qui comprend 3 marques. La marque historique Sulky, la marque plus dédiée à l'agriculture de conservation Sky Agriculture, et une 3e marque que l'on connaît plus dans le milieu des coopératives et négoces, Prologue. Très bien. Voilà, le chapitre est bouclé, mais voilà, il y a quand même des liens avec ce dont on va parler tout à l'heure. Donc, tu es installé depuis une vingtaine d'années.
Ouais. Tu as commencé par faire de l'agriculture de conservation, et pourquoi en fait tu t'es dirigé vers la bio ? Alors déjà, pour être honnête, l'agriculture de conservation, je ne l'ai pas choisie du tout par volonté agronomique ou par souhait agronomique, mais parce que j'avais pas d'argent pour labourer. Et que j'avais pas le temps, puisque j'avais ce métier la journée et qu'il fallait que je fasse ma ferme le soir. C'est comme ça que je suis venu à l'agriculture de conservation, mais pas par choix au départ, plus par contrainte. Donc il y a 7 ans, j'ai souhaité relever ce défi de l'agriculture biologique. Mon système fonctionnait bien, en agriculture de conservation, il était maîtrisé, et j'ai souhaité relever ce défi, mais avec le challenge de pas retravailler profondément les sols et de pas retourner mes sols, parce qu'on a des sols plutôt fragiles, et j'ai la conviction que si je décidais de labourer, je perdrais quand même tous les bénéfices que j'ai pu accumuler en une vingtaine d'années. Alors, pour resituer un petit peu ton contexte, avant d'aller plus loin justement, on est dans un endroit qui est assez connu des Français, c'est Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ça, à côté, oui. Voilà, donc quand on entend le mot Landes en Bretagne, c'est pas forcément des bons sols, donc est-ce que tu peux resituer un peu le contexte pédoclimatique et puis le système de culture, et puis après on abordera un peu plus où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Donc c'est des sols limono-sableux, hydromorphes, fragiles, donc plus on les travaille, plus ils se compactent. Moi j'ai repris la ferme, il y avait moins de 1% de taux de matière organique sur la ferme. Aujourd'hui, certaines parcelles, on est à 3,5% de taux de matière organique, une pluviométrie de 650 mm. Ok. Et ton système de culture aujourd'hui ? Alors il a énormément évolué. Je me suis installé avec colza blé orge, qui a bien marché pendant quelques années. Le passage au bio sans labour a nécessité l'introduction de beaucoup plus de cultures. Aujourd'hui, je dois être à une douzaine de cultures sur la ferme, et en particulier beaucoup plus de cultures de printemps. Très bien. Alors, on va pas, c'est pas le but aujourd'hui de rentrer vraiment en détail dans ton système de culture. Ce qu'on peut dire, vu de l'extérieur, c'est que tu es quelqu'un d'assez innovant et qui expérimente. Voilà, moi je parle d'un laboratoire de recherche et développement pour l'agriculture de demain, le sujet qu'on évoquait avec Frédéric. Mais si tu devais faire un bilan justement de ce à quoi tu t'attendais quand tu t'es engagé il y a 7 ans dans une agriculture bio, avec un travail du sol le plus réduit possible, et aujourd'hui, quel regard tu poses sur ce qu'on appelle l'ABC, agriculture biologique de conservation ? Ouais, alors... je m'attendais pas à grand chose parce qu'on partait dans l'inconnu, faut être honnête. On savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que les cultures d'hiver, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que les cultures de printemps qui sont beaucoup plus simples à gérer. 2, c'est beaucoup plus technique. C'est-à-dire qu'il faut être plus précis à chaque fois qu'on intervient. Et le moindre manque de précision ou d'approximation, en particulier au SMI, on le paye très très cher après. Donc c'est une agriculture plus contraignante, où on ne peut pas se permettre de faire les choses à peu près. Donc ça, d'une part, on augmente la nécessité d'avoir des gens compétents, formés, observateurs. Oui, complètement. Et le deuxième point, si tu devais dire les piliers sur lesquels repose ton système aujourd'hui pour qu'il soit, pour que tu puisses continuer sans être débordé par le salissement, sans dégrader la fertilité de ton sol, c'est quoi ? Alors les piliers, on l'a vu, c'est l'augmentation du nombre de cultures, donc une rotation plus longue. Deuxièmement, la couverture permanente des sols, le plus possible. Troisièmement, l'association de cultures, c'est vraiment les 3 choses. Et puis quatrièmement, plus de précision dans le travail du sol et le semis.
Très bien. Et on a déjà évoqué le sujet avec Frédéric, du manque de fertilité qu'on peut croiser dans beaucoup de systèmes céréaliers en agriculture biologique. Quand on est dans des systèmes en polyculture élevage, avec de la prairie, faire de la bio, c'est une évidence. En fait, c'est des systèmes traditionnels qui sont éprouvés avec la matière organique liée à la prairie, à l'élevage qui va profiter aux cultures. Dans un système comme le tien, où il n'y a pas d'élevage, c'est un vrai challenge. La pente naturelle, généralement, avec le manque de précision et d'observation agronomique, c'est je travaille le sol, la fertilité diminue, ma rentabilité baisse, je suis de plus en plus envahi par des adventices, je travaille de plus en plus, et c'est un espèce de cercle infernal entre perte de fertilité et envahissement, notamment par les adventices. Et donc, comment est-ce que tu as résolu en fait ce problème de fertilité en bio ? Est-ce que classiquement tu fais venir des tonnes de fumier ou de compost pour venir fertiliser les sols ? Comment ça fonctionne ? Quel est le pilier de ta fertilisation sans utilisation d'urée ou d'ammonitrate ? Alors, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir la solution aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que je bénéficie de mon historique et du taux de matière organique qui avait progressé. Donc ça, c'est un capital dont je bénéficie aujourd'hui. Ensuite, comment le conserver, ce capital ? Je pense qu'il faut pas être trop gourmand. C'est-à-dire que faut se limiter dans le nombre de cultures exigeantes. Donc on en revient toujours à augmenter le nombre de cultures, même si dans ma rotation j'ai des cultures qui sont nettement moins intéressantes économiquement. Mais je pense qu'il faut savoir se maîtriser, puisque je vais même jusqu'à laisser sans récolte pendant 12 mois à peu près une dizaine de pourcents de ma surface, en laissant des trèfles. Et puis l'investissement dans les couverts végétaux et les mélanges. Très bien. En fait, la transition est toute trouvée pour parler économie. Ouais. On est aussi dans une... Alors, on pourra peut-être reparler, je pense, dans la troisième partie de l'avenir de la bio. Aujourd'hui, elle a connu son âge d'or et puis maintenant, il y a des difficultés de tous ordres. Mais au niveau économique par rapport à ton système d'avant, c'est quoi le constat en fait en termes de rendement? Tu dis que tu acceptes des cultures à très faible valeur ajoutée, voire avec des valeurs ajoutées négatives de manière temporaire. Ouais. Comment est-ce que tu gères l'économie du système? Alors, dans la globalité, il y a quand même des points intéressants auxquels je n'avais pas pensé. J'ai des salariés sur la ferme. Alors, un des gros points forts de mon système aujourd'hui, c'est d'étaler le travail. C'est-à-dire qu'en multipliant le nombre de cultures avec des plages en plus, j'ai plus de pics comme je pouvais avoir. Je me souviens parfaitement, il y a 20 ans, l'année où je me suis installé, où ma moisson durait 15 jours et je récoltais la totalité de la ferme en 15 jours. Aujourd'hui, la moisson, elle s'échelonne sur 4 mois minimum. Les semis, on commence à semer fin février des orges de printemps, on sème au mois de mars, on sème au mois d'avril, on sème au mois de mai, on vient de finir de semer des sarrasins, on va semer des couverts, on sème au mois d'août, on sème au mois de septembre, on sème au mois d'octobre, on peut même semer jusqu'à début novembre. Donc ça étale énormément. Donc au niveau gestion, temps de travail personnel, c'est beaucoup plus simple à gérer. Économiquement, alors est-ce que c'est l'environnement? J'ai pas cherché à être opportuniste, mais j'ai plutôt contractualisé. J'ai réparti mes risques dans la commercialisation avec des gens plutôt installés et sérieux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu la flambée des cours des 3 dernières années qu'il y a pu avoir dans le conventionnel, mais les cours par contre n'ont pas chuté. Donc moi j'ai stabilisé mes prix de vente depuis 5 ans, ils n'ont quasiment pas évolué. D'accord, ouais, donc en fait on est dans un système sain où on ne met pas tous les œufs dans son même panier. Ah oui. Et globalement on est dans le système complexe du futur dont on parlait tout à l'heure. Et j'ajouterais que l'augmentation de l'assolement
ça ouvre des portes vers intégrer plus de valeur ajoutée dans la ferme, chose que je ne fais pas aujourd'hui. Mais j'aimerais le faire, mais il y aurait plein de possibilités pour ramener de la valeur ajoutée dans la ferme. Transformation, circuit court. Exactement, on fait du chanvre. C'est une culture intéressante qu'on maîtrise bien, qui est très bien valorisée en bio. On vend ça à 1 800 € la tonne, la graine. On pourrait très simplement mettre en place un petit atelier pour la transformer et on valoriserait mieux. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect avant qu'on entame la discussion à trois. Si il y a 7 ans, quand tu t'es lancé, on avait dû te donner un conseil, quelque chose que tu aurais dû faire beaucoup plus tôt que ce que tu as découvert en fait, quel serait le conseil, ou en fait quelle serait en fait la hiérarchie des choses à mettre en place pour avoir un système ABC qui fonctionne? Donc le plus dur dans l'ABC, c'est la gestion de fin de vie des couverts. C'est vraiment ça la difficulté majeure, qui peut être un casse-tête au printemps, mais même à l'automne, parce que détruire un couvert, vous avez un peu de graminées dedans, ça paraît simple, mais en fait sans labourer et sans chimie, ça peut devenir quasi impossible. On a travaillé longtemps ce sujet-là, alors on arrive à passer une multitude de fois des outils de travail du sol, mais cette fameuse touffe de raigra, vous la basculez de gauche, de droite, vous la retournez, mais en fait elle finit toujours par repartir. Donc ça vraiment, mon premier conseil, c'est d'investir dans un outil efficace pour gérer cette fin de vie des couverts végétaux sans avoir à labourer à 25 cm. Et aujourd'hui, on a beau tourner le problème et on a encore eu ce printemps des conditions particulières avec un mois de mars très sec, mais après la pluie qui est revenue tout le mois d'avril, et donc pu faire repartir des couverts mulchés. Donc il faut être hyper précis et efficace pour couper la partie aérienne le plus proche du sol, 100%, il ne faut rien et scalper à 3 cm les racines, quoi. Et quand vous avez ces petits rognons de bout de couvert, c'est efficace. Mais la moindre zone dans une roue de tracteur ou parce que votre broyeur il a des couteaux un peu fatigués qui vous laisse une partie aérienne qui n'est pas tout à fait coupée, ça va repartir. Okay. Donc vraiment le conseil, c'est déjà investir dans cet outil qui permet la gestion de fin de vie du couvert végétal. Le bon outil, bien réglé, avec les bonnes pièces. Exactement. Au bon moment. Sans compromis. Et là, il ne faut surtout pas chercher à faire des économies parce que ça va coûter très cher derrière. Aujourd'hui, sur la solution que vous avez trouvée pour la fin de vie, d'ailleurs, on pourra en discuter, mais dans les couverts végétaux, c'est très bien d'apprendre à les semer, il faut apprendre à les établir, faire des choses qui sont puissantes, mais la clé pour la réussite, c'est effectivement la sortie, le moment et puis le moyen pour le détruire. Sur la ferme aujourd'hui, donc en gros, c'est quoi l'itinéraire technique standard pour sortir des couverts? Alors aujourd'hui, c'est une combinaison d'un broyeur devant le tracteur, parce que c'est la position idéale puisqu'on n'a pas le problème du broyage derrière les roues du tracteur, c'est-à-dire que le couvert il est pas couché avant d'être broyé. Et donc là, je le répète, un broyeur précis avec des couteaux affûtés pour parfaitement couper à 2-3 cm le dessus. Et ensuite, un scalper combiné, donc soit un scalper rotatif, soit un scalper passif. Ça, j'ai envie de dire, c'est selon la densité du couvert. Et dans ce cas de figure-là, ça marche bien. Parfait. Merci David. Il va être temps un peu de faire notre discussion à trois. D'abord, Frédéric, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi un peu toi ton regard sur le système de David que tu connais depuis de nombreuses années? La première chose, et ça rejoint une des questions que tu lui as posées,
Je pense qu'une partie de sa réussite vient de la qualité des sols qu'il avait développée grâce à son approche ACS, qui lui avait permis de bien remonter ses niveaux de matière organique, ses activités biologiques. On avait un bon niveau de vers de terre. Les dernières années d'ACS, tu avais beaucoup travaillé les couverts végétaux. Il y avait eu des apports de compost, des apports de fertilisants organiques à une époque. Donc on se trouve avec un support qui est vraiment fonctionnel, qui a permis de démarrer dans de bonnes conditions et qui peut encore aujourd'hui subir l'agression d'un travail en surface. Faut être clair que s'il n'y avait pas, on était en démarrage dans les parcelles voisines sans le recul, on ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'on fait sur la ferme aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le régras. Parce que si tout allait bien sur la ferme avant de passer au bio, et c'est là que c'était un super challenge, c'est qu'il y avait un énorme problème de régras. Et en fait, bien globalement, il a été relativement bien contenu. On s'aperçoit qu'une des peut-être cause ou ce qui peut favoriser le régras, eh bien, c'est des flux d'azote assez importants et donc une fertilisation au printemps dans les céréales qui peuvent manquer de densité va favoriser l'installation du régras. Aujourd'hui, il est toujours présent sur la ferme, mais globalement, David vit pas trop mal avec, peut-être presque mieux que des gens comme nous qui utilisons encore de l'herbicide. Il y a le côté également, en fait, c'est cette volonté de ne pas retravailler mais de passer en bio a obligé à s'appuyer beaucoup plus sur les processus agronomiques de base et d'avoir une vraie réflexion agronomique. Et en fait, il y a eu application avec encore plus de précision et des piliers de l'ACS et des techniques que l'on met en place dans l'ACS. On va retrouver la rotation, on va trouver des choix un petit peu techniques engagés. Il y a même eu des options de semi-direct qui ont très bien marché, avec des enchaînements qui ont très très bien marché. Et on voit bien que cette capacité à gérer le salissement, à partir du moment où on applique les bonnes règles, bien ça marche. On en a d'autant plus besoin qu'on est en bio, et ça marche. Ouais, en fait, le constat qu'on peut faire, c'est d'avoir moins de moyens, ça rend plus intelligent. En ACS, on a décidé de se priver du travail du sol et donc on a été obligé de contourner les problèmes de fertilité, de restructuration du sol en tablant sur la matière organique, l'activité biologique. La bio, elle a fait un autre pari qui est de dire je ne veux pas utiliser d'intrants dits industriels et donc pas de ferti, pas d'herbicides. Bon, la question des fongies et des insecticides, on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est pas évident de se dire, dans le système de l'agriculture biologique de conservation, en fait, on va se priver de tout, et il faut quand même que ça marche et quand même que ça soit économique. En fait, il y a un challenge. C'est une voie qui semble naturelle, une espèce d'idéal où en fait on se dirigerait vers de plus en plus d'écologie ou d'agroécologie au sens d'utilisation des processus naturels pour arriver à produire quelque chose, mais c'est quelque chose qui est très très compliqué. Et ça m'amène en fait à la question suivante. C'est très bien que David sur sa ferme il fasse ça, et c'est génial, ça veut dire que c'est possible. Comment en fait on fait pour que ça devienne de plus en plus prégnant, ou en tout cas que ce type de stratégie et de démarche se répande dans la campagne pour répondre aux enjeux de résistance de l'agriculture aux défis climatiques, au fait que l'agriculture doit revenir un puits de carbone, aux enjeux de société. Bonne question. Je pense qu'il va y avoir une convergence dans ce que vient de dire Frédéric. Je le vois sur la commune, tous les types d'agriculture cohabitent. Et aujourd'hui, c'est des paradoxes, mais il y a
parcelles conventionnelles autour de la ferme de blé là, qui sont pleins de raiegras, alors qu'ils ont désherbé 3 fois, ils ont labouré, ils ont bien travaillé. Hein. Donc le cheminement, tout le monde a ce cheminement où on voit bien qu'on arrive à des limites dans plein de systèmes, et on va converger de toute façon, parce que là, il n'y a pas de solution miracle en agriculture, ce sera lent, les habitudes sont longues à faire évoluer, mais je reste persuadé qu'il y aura des convergences. Je ne crois pas que l'ABC sera majoritaire, parce qu'elle a des contraintes, et comme l'a dit Frédéric, il faut partir d'un système qui fonctionne bien. Je ne suis pas sûr que si j'avais démarré ça il y a 20 ans avec 1% de matière organique, j'aurais réussi le pari. Donc tous les cas sont différents, mais cela étant dit, on a à apprendre tous, puisque chacun on a des difficultés. Ouais, je rejoins complètement l'analyse. Je pense qu'il est grand temps d'enterrer les haches de guerre entre toutes les formes d'agriculture et d'utiliser cette mixité et ces difficultés que l'on a chacun pour faire des transferts disons d'approche, des transferts de gestion, et qu'on a à apprendre de toutes ces formes d'agriculture. Il est temps aussi d'accepter que l'agriculture, quel que soit son système, c'est des compromis qu'il faut faire. Il n'y aura pas de système parfait. Il n'existe pas de système parfait. Il existe simplement des systèmes qui vont être un petit peu différents en fonction des terrains, en fonction des productions, en fonction des climats, en fonction aussi des hommes qui les gèrent. Et ça, c'est quelque part presque une grande richesse qu'il va falloir exploiter. Je pense qu'il va falloir aussi prendre un petit peu de distance par rapport aux dogmes qui ont tendance à vraiment trop régir et voire à opposer, parce qu'il n'y a qu'en supprimant ces barrières qu'on va réussir à avancer correctement, et il y aura, comme je disais tout à l'heure, certainement des ouvertures nouvelles, des ruptures qui vont arriver dans l'une ou l'autre des agricultures, parce que quelqu'un trouvera une solution, et cette solution-là pourra inonder les autres. Si on regarde aussi le côté, parce qu'on a été très rivé sur le côté désherbage, gestion du salissement, installation, il y a un côté fertilité qui est indéniable, et cette fertilité, l'azote on peut la rentrer par des légumineuses, le carbone on peut le rentrer par les cultures et les couverts, mais le reste de la fertilité, il faut qu'on apprenne à le recycler, et s'il n'est pas là, il faut accepter de pouvoir le recycler, et donc il n'y a pas d'éléments fertilisants qui s'inventent et qui arrivent miraculeusement dans les parcelles. Donc, va falloir rester honnête et continuer à gérer sous forme de compromis. Très bien. Merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, David, sur la suite. Tu es aujourd'hui arrivé à un système qui est assez stable. Il y a plein d'innovations. Hein. Je pense notamment à ta parcelle qui est découpée en bande de 12 mètres. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Internet. On vous mettra un lien. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes ? Où est-ce que tu en es ? Tu as réussi à trouver une stabilité. Ça demande de la précision. Économiquement, c'est stable. Tu as de la diversité. C'est quoi la prochaine étape ? Comment tu te projettes ? Sur l'exploitation agricole, l'étape que je souhaitais franchir, c'est remettre de la valeur ajoutée dans la ferme. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, parce que je reste persuadé qu'il y a trop de valeur ajoutée qui est sortie des fermes, quand on regarde depuis des années.
c'est quand même un des problèmes aujourd'hui. On pourrait élargir ce sujet-là, mais il faut remettre de la valeur ajoutée dans les fermes, parce que si on doit affronter les changements pour pour s'adapter aux changements climatiques, pour stocker plus de carbone, pour réintroduire de la biodiversité, il va falloir des moyens. De toute façon, c'est un des soucis aujourd'hui du secteur agricole, où il faut remettre de la valeur ajoutée dans les fermes. Très bien. Et Frédéric, sur ce sujet, toi, avec ta casquette d'agriculteur qui utilise encore de la chimie, comment est-ce que tu te projettes dans les 10 prochaines années chez toi, sur ta ferme ? Disons que je pense que dans ces idées de compromis, la chimie continue d'apporter quand même une certaine facilité à gérer. Alors, ça reste un bon outil pour appuyer dans la gestion du salissement, parce que si on peut se permettre dans certains itinéraires de laisser des parcelles à part ou de perdre une partie de la récolte parce que ça échappe, avec de la chimie on va mieux rattraper. Il y a quand même une vocation productrice de l'agriculture, et il faut qu'on conserve cette orientation-là. Il faut quand même il faut des tonnes, il faut une production de masse qu'il faut continuer de garantir. Alors après, moi je suis assez à l'aise dans ce compromis-là, un peu de chimie avec une agriculture qui évolue sur une base agronomique qui se continue de se développer, et qui, à un moment où on trouve une idée, permet de réduire la chimie tout en le gardant comme outil de sécurisation. On pourrait avoir la même vision de l'irrigation, on pourrait avoir la même vision sur le travail du sol. C'est que les piliers de l'agriculture ancienne, ce serait peut-être idiot et dangereux de s'en séparer. Et il va falloir qu'ils gagnent en précision, mais des avoirs en arrière-plan comme sécurité, tout en évoluant vers des systèmes plus agro-écologisants. Bon, et ça sera sans doute le mot de la fin. Merci Frédéric, merci David. En attendant de vous retrouver, j'allais dire l'année prochaine, mais ça sera novembre, on va laisser passer l'été. Je vous souhaite à tous les deux une bonne moisson. Merci. Sans doute des bons semis de couverts avec la fraîcheur qui est tombée. J'ai vu il reste un peu d'humidité dans les sols, on pourra peut-être faire des belles choses comme l'année dernière. À très bientôt. Merci Mathieu, on va essayer de s'y atteler. Merci Mathieu.